Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver, ça faisait quelques jours, pour échanger sur l'actualité la plus immédiate avec 4 contributeurs au point de vue, on l'espère, opposés. Je vous propose de découvrir en images tout de suite les sujets du moment. On va revenir sur l'audition de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. C'était hier devant le Parlement européen. On a eu légèrement l'impression qu'il se fichait de nous, mais peut-être n'était-ce qu'une impression. Vous nous donnerez votre point de vue. On parlera aussi du référendum aux allures de plébiscite organisé à la SNCF. 94,97% des cheminots sont contre la réforme du gouvernement, figurez-vous. Faut-il tenir compte de ce référendum? On en parlera. Et puis, on reparlera aussi de cette polémique qui n'en finit pas sur le voile islamique de la présidente de l'UNEF de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Est-ce que c'est une fausse polémique ou un vrai symbole? Et puis, il y aura aussi quelques surprises et cartes blanches en fin d'émission. Nous découvrons tout de suite ensemble nos invités. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans Point de Vue. Vous êtes sociologue, essayiste, chargé de cours à HEC Montréal et contributeur régulier du Figaro Vox. Les lecteurs, les internautes du Vox ne connaissent que vous. Erwan Lenon est avec nous aussi. Bonsoir Erwan. Vous êtes consultant en stratégie, maître de conférences à Sciences Po, chroniqueur à l'Opinion. Et votre dernier livre, La France des opportunités, toutes les bonnes nouvelles qu'on ne vous dit pas, est paru aux éditions des Belles Lettres. Bonsoir, Georgi Kuzmanovic. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire national du Parti de gauche et le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, en particulier sur les sujets de défense et d'international. Alexis Lacroix est là aussi. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, Guillaume. Directeur délégué de la rédaction de l'Express. L'Express qui, cette semaine, nous parle des influenceurs, ces gens qui écrivent, on ne dit pas écrire d'ailleurs, qui interviennent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots, sur Instagram et sur YouTube et qui ont une influence forte sur nos enfants. Vous êtes aussi l'auteur de J'accuse, 1898-2018, permanence de l'antisémitisme. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. On commence avec Mark Zuckerberg, qui n'en finit pas de se justifier. Vous savez, après la fuite de noms, d'adresses, de coordonnées de clients de Facebook qui se retrouvent dans des listings politiques où ils n'auraient jamais eu leur place. Mark Zuckerberg était donc hier à Bruxelles devant une délégation du Parlement européen, et voilà ce qu'il leur a dit. But it's also become clear over the last couple of years that we haven't done enough to prevent these tools from being used for harm as well. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a mistake, and I'm sorry for it. Alors évidemment, c'est très touchant parce que c'est extrêmement spontané, on sent qu'il parle avec son cœur, sauf que regardez ce qu'il disait devant le Sénat américain le mois dernier. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. Voilà, chez Facebook, on a des photocopieuses apparemment, puisque c'était mot à mot le même discours. Alors, soyons honnêtes, Mark Zuckerberg ne s'est pas contenté de répéter ces éléments de langage. Il a aussi débattu donc avec des représentants du Parlement européen, jusqu'au moment où ça a dû s'arrêter. Alors, vous allez regarder cette petite séquence, parce qu'elle est quand même assez formidable. C'est un peu compliqué, parce que c'est le même traducteur qui fait toutes les voix. C'est probablement un problème de budget, mais vous allez écouter, traduit simultanément, Mark Zuckerberg, puis un député européen, puis le président de la délégation qu'il recevait. Regardez. Je regarde la montre car je vois que nous avons déjà dépassé d'un quart d'heure notre temps de réunion. Il y a eu beaucoup de questions spécifiques qui n'ont peut-être pas reçu de réponse spécifique. Mais ça m'a permis d'entendre les préoccupations de vos électeurs et les vôtres. Excusez-moi. Pourrait-on avoir des réponses aux différentes questions qui ont été posées ici dans les jours à venir? Pourquoi pas maintenant? Le problème, c'est aussi le timing. Pour moi, ça ne pose pas de problème, mais M. Zuckerberg a un vol. Eh oui, c'est pas de chance. Mark Zuckerberg doit reprendre l'avion, c'est ballot, mais peut-être qu'il reviendra l'année prochaine. Mathieu Bock-Côté, je vois que tout ça vous faisait beaucoup rire. Il se fiche un peu de nous, Mark Zuckerberg, ou bien non, il fait de son mieux pour essayer de se justifier? Il y a deux choses qui ressortent clairement de ses excuses répétées, parce qu'il commence à avoir une forme d'habitude de l'excuse chez lui. C'est que premièrement, c'est la stratégie presque américaine pour gagner le cœur, c'est-à-dire faire pénitence, s'excuser dans l'espace public, dire j'ai péché, je m'excuse. Donc cette espèce de contrition publique. Comme Bill Clinton.
Clinton en d'autres temps sur d'autres sujets qui n'avaient rien à voir. Effectivement. Mais il y a cette espèce de constance de l'excuse qui fait partie de la culture politique anglo-saxonne et plus encore américaine, faut-il le dire. Deuxième élément, on voit que lorsqu'il est confronté devant des autorités politiques classiques ou traditionnelles, Mark Zuckerberg donne l'impression d'un homme qui surplombe ces figures du monde ancien, qui ne comprennent pas exactement la complexité du monde qu'il a créé lui, et on ne contestera pas l'influence immense, la révolution qu'il a portée, mais il regarde tous ces gens à la manière de représentants du monde ancien, un peu décalés, avec une autorité qui ne s'applique pas vraiment à lui. Il est prêt à faire des concessions s'il le faut, des excuses s'il le faut, mais sur le fond des choses, il ne veut pas rendre de compte à des autorités qu'il ne semble pas reconnaître fondamentalement. Donc oui, il s'y plie formellement, légalement, mais on n'a pas l'impression qu'on est devant quelqu'un qui se rend compte véritablement comment dire ça, du type d'autorité qu'il rencontre et il ne les reconnaît pas comme tels. Alors, comme je me suis absenté quelques jours, j'ai oublié l'essentiel, c'est que Point de vue, c'est votre émission. Donc, vous intervenez, chers internautes, à tout moment sur Twitter pour nous donner votre point de vue, pour voter aussi sur les sujets qui vont venir. Et c'est ce qu'a fait Johan, déjà, qui nous dit, à part s'excuser, que compte-t-il faire de concret? Lui, c'est évidemment Mark Zuckerberg. Erwan Lenan, est-ce que de toute façon, Mark Zuckerberg ne s'en fiche pas complètement de ce qu'on peuvent penser les parlementaires, qu'ils soient européens ou américains? Facebook, ça marche très bien, et puis tant pis s'il y a des dommages collatéraux avec des adresses qui sont exploitées par ailleurs? Non, je ne crois pas. D'abord, je trouve ça assez drôle, voire assez hypocrite de la part de beaucoup de Français qui s'indignent que Mark Zuckerberg n'ait pas assez de respect pour le Parlement européen, sachant que les 3/4 des Français n'en ont rien à faire de ce qui se passe au Parlement européen. Mais comme là, c'était Facebook qui venait de auditionner, il faudrait lui donner une importance spécifique. Bon. Je pense que l'erreur de Mark Zuckerberg et de Facebook peut-être a été de ne pas comprendre que ce n'est pas parce qu'ils ont raison juridiquement qu'il n'y a pas un sujet politique. Et les sujets qui se posent aujourd'hui à Facebook sont purement politiques. Quand je regardais les comptes rendus, je n'ai pas vu l'interview, l'entretien en direct, j'ai regardé un certain nombre de comptes rendus, il y a plein de députés qui l'ont interrogé sur le monopole de Facebook, parlant de concurrence, enfin des concepts qui sont des concepts, mais café du commerce, qui sont absolument faux en économie. Personne n'a jamais montré que Facebook était en concurrence, était en monopole. Quand bien même il serait en monopole, personne n'a démontré encore que ce soit un problème. Mais c'est ce que tout le monde répète comme ça. Et donc... Vous êtes le défenseur des monopoles maintenant, vous? Je suis le défenseur. Mais bien sûr, parce que vous avez deux écoles dans le libéralisme sur la concurrence. Le libéralisme ne dit pas que le monopole est une mauvaise chose. Le monopole est une bonne chose s'il est arrivé là par ses mérites. L'important, c'est qu'il puisse être contesté. Et en général, s'il n'est pas contesté, c'est parce que l'État a mis des barrières. Et en l'espèce, s'il n'y a pas de Facebook européen, ce n'est pas de la faute du Facebook américain et du Google américain. C'est parce qu'il n'y a pas de marché unique européen, qu'il y a une fiscalité trop forte en Europe, que les Européens n'ont pas d'université au niveau. Mais donc, bref, pour revenir sur Mark Zuckerberg, je pense que son erreur a été de ne pas percevoir suffisamment qu'il y avait un sujet politique et de répondre de manière politique. Et donc il s'attache effectivement à avoir une vision qui est assez juridique en disant en droit, je vois pas, il y a des choses qui ont dysfonctionné, on va les corriger. Et voilà. Et puis c'est tout. Ouais. Georges Kuzmanovic, vous êtes sur Facebook? Eh oui. Je ne suis pas le seul, je crois, ici. On est au moins deux, en tout cas. On est au moins deux. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que dit M. Bocoté. C'est une culture de l'excuse. Et c'est les mêmes formes d'excuses, d'ailleurs un peu en mode Terminator, Robocop. Ça a l'air peut-être le même visage avec les mêmes mimiques ou non mimiques. Mais ce sont le même type d'excuses qu'en 2007, 2008, 2009 de la part des banques. Ils viennent se présenter, ils disent bon, je m'excuse. Et effectivement, ils ne sentent pas la menace. Et contrairement à ce que disait mon voisin de table, il y avait aux États-Unis, il y a toujours des lois antitrust, anti-monopole. Elles ont été appliquées justement il y a très longtemps, il y a un siècle, contre la Standard Oil, c'est-à-dire Rockefeller, parce qu'il avait un monopole. Et l'État, à cette époque, avait la puissance pour dire non, on ne peut pas, dans une démocratie, pour que les choses fonctionnent, avoir... Le dernier c'est Reagan. Oui, mais celui-là est intéressant, parce que Standard Oil, Rockefeller l'avait fait par son mérite. Et à cette époque-là, même aux États-Unis, on considérait que même si au mérite on contrôle l'eau ou le pétrole du monde entier, eh ben, ça n'est pas légitime, parce qu'on est dans des démocraties et pas dans des dictatures, qu'elles soient politiques ou économiques. Et puis ça montre aussi
quelle valeur on a dans notre société. Zuckerberg a été loué pendant des années, puis toujours. Bon, là, il est un petit peu brocardé parce que son fonds de commerce, c'est justement d'utiliser les métadonnées qu'on lui donne gratuitement pour les vendre. Là, c'était un politique. Bon, mais c'est ce qu'il fait de toute façon. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il est loué. On a dit nombre de fois. Mais l'adolescent de l'année, le jeune homme de l'année, l'entrepreneur de l'année. Et au même moment, vous avez des gens qui sont des lanceurs d'alerte, vous avez des gens comme Assange, qui eux font le contraire, donnent gratuitement au reste du monde des informations qui sont cachées. Donc c'est une avancée pour la démocratie. Et eux finissent mal, soit sont poursuivis, soit en prison, soit restent des années à l'ambassade d'Équateur à Londres. Je ne ferai pas d'Assange un Robin des Bois pour autant. En revanche, Alexis Lacroix, il y a les internautes qui ont des questions intéressantes. Il y a Louis qui nous dit, mais l'Union européenne peut-elle prendre des mesures concrètes contre Facebook pour le non-respect de la vie privée ? Kovi qui nous dit, oui, mais l'Union européenne ne fait rien non plus contre Google, contre Twitter, contre Pinterest. Donc, en gros, on est un peu impuissant face à ces machines, même si elles ne respectent pas complètement la vie privée. L'Union européenne n'y est pour rien. Et donc là, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Il y a trois types d'autorités selon Max Weber. Il y a l'autorité bureaucratique, qui est incarnée justement par les fonctionnaires de l'État. Il y a l'autorité charismatique. Alors certains hommes d'État ont une autorité charismatique, selon qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. On peut dire que Nicolas Sarkozy ou le général de Gaulle avaient ou n'ont pas d'autorité charismatique. Enfin, la question est ouverte. Là, il y a un troisième type d'autorité qui entre en scène avec des gens comme Zuckerberg et les autres empereurs des GAFAM. C'est une autorité numérique. L'autorité numérique, elle s'exonère par définition, ça a été dit, je suis d'accord, elle s'exonère des limites étatiques et aussi du droit des États. Donc c'est vrai que cette espèce d'immense bras d'honneur décontracté qu'il fait en t-shirt aux différents chefs d'État, et notamment aux chefs d'État européens, vient de là. C'est une autorité extraterritoriale, si vous voulez, mais également extraterritoriale par rapport aux États-Unis. Alors, vous posez la bonne question, et nos internautes se pose la bonne question. C'est-à-dire, que peut faire l'Union européenne ? Je crois que la réalité, c'est qu'effectivement, il ne faut pas verser dans l'anti-américanisme primaire, et Zuckerberg peut être aujourd'hui un des réceptacles de cette passion mauvaise. Ce qu'il faut, et là je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Erwan, ce qu'il faut, c'est plutôt songer à une riposte numérique européenne. Il se trouve que dans 2 jours, il y a la directive sur les données personnelles qui va être élaborée au sein de l'Union européenne, et ça pourrait être un moyen de ne pas être simplement dans la déploration anti-Zuckerberg, dans la déploration anti-GAFAM, mais de prendre les devants dans une politique proactive. Une politique proactive, ça serait quoi ? Ça serait de dire, nous, on n'est pas sur le modèle de transparence des États-Unis. C'est-à-dire qu'effectivement, les GAFAM, avec leur extraterritorialité, ont fait entrer dans notre culture planétaire l'idée que la transparence, c'était absolument normal. De ce point de vue-là, je ne prendrais pas comme contre-modèle Assange, parce qu'Assange, pardon de le dire, mais c'est que Zuckerberg en pire. C'est-à-dire c'est Zuckerberg aggravé, justement, par le côté extra-juridique. Moi, je suis beaucoup plus sur l'idée d'une régulation étatique et des différents États européens qui se mettraient d'accord sur une sorte de charte déontologique du numérique. On en est encore loin. D'accord. Alors, on a posé la question aux internautes du Figaro. Faites-vous confiance à Facebook pour mieux protéger vos données personnelles ? Vous savez qu'ils ont promis de prendre des mesures en ce sens. Les internautes du Figaro ne sont pas encore totalement convaincus. C'est même 96% non. On dirait un référendum à la SNCF. Voilà. Et donc, la question suivante, combien d'entre vous sont sur Facebook et combien d'entre vous prévoient de le quitter parce que vous avez l'impression que ça ne respecte pas les données ? Mathieu Bocoté. Ouais, mais c'est un peu plus compliqué quand même. C'est-à-dire Facebook est devenu pour plusieurs un lieu incontournable où on doit s'inscrire si on veut interagir dans l'espace public d'une manière ou de l'autre. Mais c'est le choix du consommateur. Oui, on ne peut pas réduire ça dans un instant. La semaine, il y a 1 mois, Facebook m'a envoyé un message. J'ai publié assez peu d'informations personnelles sur ce réseau. J'ai un message de Facebook qui me dit fêtez votre amitié de 5 ans avec mon épouse que j'ai épousée il y a 10 ans maintenant. Donc si vous ne leur donnez pas les informations, ils ne les ont pas. Il y a 2 choses là-dedans. Chacun doit développer un comportement plus intelligent dans son rapport aux cet univers, c'est-à-dire ne pas tout donner. Bon, ça, c'est une chose. De l'autre côté, s'inscrire sur Facebook d'une manière ou de l'autre pour ceux qui veulent participer au débat public ou tout simplement parce que c'est une habitude aujourd'hui. Tel est l'espace public de notre temps et on ne sermonnera pas tous ceux qui s'y retrouvent d'une manière ou de l'autre. Il faut quand même prendre en considération qu'on est devant un phénomène politique, c'est-à-dire Facebook a la capacité de révolutionner notre rapport à l'espace public, révolutionner notre rapport même aux relations d'amitié, d'amour et ainsi de suite. Devant cela, une réponse est nécessaire, mais on ne sait pas exactement laquelle. C'est ça tout le problème. C'est facile de décréter, oui, il faut une réponse à Facebook, mais que celui qui l'a
la disent, ça va être mieux. Merci Mathieu Bocoté. Le dernier mot à nos internautes, à Fiven qui nous dit le service Facebook est gratuit. Nous y sommes en ayant accepté les conditions, mais pourquoi est-il si difficile pour les utilisateurs de supprimer leur compte Patrick nous dit personne, même en ayant lu les conditions, était conscient que Facebook vendait les données à des fins commerciales. Et ben maintenant on le sait. Et le même Patrick ajoute que le Parlement européen s'est complètement ridiculisé avec 1 heure de questions sans aucune réponse. On revient en France pour un sujet très hexagonal, la réforme de la SNCF. Vous savez que les syndicats avaient décidé d'organiser un référendum auprès des cheminots, donc auprès des salariés de la compagnie ferroviaire. La question était simple, êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement? Eh bien, la réponse est non, c'est-à-dire nous sommes contre, à 94,97%, un score quasi soviétique, avec une participation qui est quand même pas négligeable, puisque c'était 61%. Alors, c'est un score, un résultat évidemment sans appel. Est-ce que le gouvernement va en tenir compte? C'est pas évident. Écoutez ce qu'en disait Elisabeth Borne, la ministre des Transports. C'était ce matin sur Europe 1. Pour elle, ce qui compte, c'est plus le vote du Parlement que celui des cheminots. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Les syndicats qui ont voulu organiser ce vote ont fait une sorte de pétition contre la réforme. Donc, pétition. Je pense que c'est bien une pétition. On est sur une réforme qui, bien sûr, concerne les cheminots, mais qui concerne tous les Français. Et donc le vote, il se passe au Parlement. Je pense qu'on ne peut pas s'asseoir sur le fait que 80% des députés ont voté le projet de loi à l'Assemblée le mois dernier. Et donc le débat va se poursuivre au Sénat. Il démarre aujourd'hui en commission au Sénat. Et moi, je voudrais peut-être dire aussi que je ne trouve pas très responsable les syndicats qui voudraient laisser croire que la réforme pourrait ne pas se faire. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Vous pouvez voter sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag point de vue, pour savoir si, selon vous, le gouvernement, ou plutôt pour nous dire si, selon vous, le gouvernement doit ou non tenir compte du référendum porté par les syndicats de la SNCF. Erwan Lenormand, c'est une forme de démocratie directe. Ce vote, le gouvernement devrait en tenir compte? Je ne pense pas qu'il doit en tenir compte dans son projet et l'issue du projet qu'il veut lui donner. Il doit, de fait, entendre qu'il y a eu un mouvement de protestation au sein de la SNCF et que, j'écoutais vos chiffres, que la participation n'était visiblement pas nulle. Bon, mais ça peut lui donner un indicateur de la tension sociale à l'intérieur de l'entreprise. Mais je ne crois pas que dans les projets qui viennent, dans les moments qui viennent, le sujet du gouvernement soit de satisfaire cette demande. Il a un projet qui est un projet gouvernemental, qui est le projet qui est connu depuis un moment, qui a été voté par le Parlement. Maintenant, il doit faire avancer ce projet, parce qu'il est là en tant qu'actionnaire, en tant que représentant de l'État, et donc des intérêts plus larges que celui des cheminots, quand bien même ils auraient été plus nombreux à voter. Et c'est ça qui doit primer. C'est le principe de la démocratie, il est celui-là. Jerzy Kuzmanovic, quelque chose me dit que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce point de vue. Non. Mais c'est plutôt les gouvernants que nous avons et ce dernier qui n'aiment pas trop les référendums. Ça a déjà été prouvé en 2005. L'argument utilisé par Elisabeth Borne, qui a travaillé depuis 30 ans à ce pacte ferroviaire européen, parce que vous avez dit que c'était un problème hexagonal. Non, c'est un problème l'ouverture européen. À la concurrence, c'est européen. Là, ce qui est proposé par Macron, il n'a rien d'original. C'est le pacte ferroviaire européen qui a été voté il y a 15 ans au niveau de l'Europe. Donc c'est une adéquation à la législation européenne. Et il y a le souci que, justement, c'est là qu'il y a une incompréhension. Les cheminots ne s'opposent pas à des éléments de l'accord. Ils s'opposent à la logique qui est celle du pacte ferroviaire européen, qui est celui de la privatisation des transports. Et puisque l'argument... Le gouvernement a promis que le capital resterait 100% public. Ça s'appelle la privatisation. Si vous avez un monopole d'État, vous n'avez pas de mise en concurrence puisque c'est un monopole d'État. Mais si, c'est rationnel. Mais privatisation ne veut pas dire monopole. Et l'argument utilisé... Privatisation ne veut pas dire monopole non plus. Vous avez plein d'entreprises publiques qui sont en concurrence, les cheminots privées qui sont en monopole. Pour que ça reste national et organisé au niveau national. Maintenant, Elisabeth Borne utilise l'argument de Pépi qui dit non mais c'est un problème qui concerne l'ensemble des Français. On ne peut pas avoir juste un petit vote. Bon, petit vote, vous l'avez quand même dit, c'est 61% des cheminots, c'est-à-dire à peu près 90 000 personnes. Mais qu'ils le fassent, le référendum national. Mais on est à 100% pour. Mais ils n'oseront jamais, parce qu'ils savent très bien ce qui se passera avec ce référendum national. Peut-être qu'on n'arrivera pas à 94% contre ce pacte ferroviaire, mais 60, 65,
largement. Il y a un soutien populaire contre la casse des services publics, le ferroviaire, mais aussi les hôpitaux, mais aussi la police, les pompiers, l'armée, j'en passe et des meilleurs. Eh bien, à Figaro Live, nous n'avons pas peur de solliciter le peuple et d'organiser nos propres référendums. Georgi Kuzmanovic, donc on a demandé à notre tweetos, et vous, est-ce que vous considérez que le gouvernement doit tenir compte de ce référendum? Eh bien, c'est non, pour l'instant, à 66%. Je conviens avec vous que ça n'est pas exactement un sondage, c'est sur la base du volontariat. Un tiers de ceux qui volontairement votent au Figaro sont contre ce pacte ferroviaire. C'est bien ce que je vous disais. On gagne. C'est sur la base du volontariat. On gagne. Mais c'est vrai que je regarde les chiffres avec intérêt. Ça veut dire que parmi les lecteurs, les auditeurs du Figaro, qui nous retrouvent dans ce rendez-vous notamment, il y a quand même 34% des personnes qui sympathisent avec cette colère populaire portée aujourd'hui par les syndicats. Donc ça veut dire... Colère nationale. Oui, mais ça veut dire, à mon sens, qu'effectivement, le diagnostic de Georgi Kuzmanovic n'est pas faux, c'est-à-dire qu'il y a probablement une légère majorité sociologique de Français, droite et gauche confondues naturellement, hein, qui sont plutôt réticents envers ce que Macron projette de faire sur la durée de la SNCF. Néanmoins, je lui objecterai tout de suite à Georgi Kuzmanovic, malgré l'amitié qu'on peut avoir pour ses prises de position. Il y a une logique politique. Quand vous êtes élu sur un programme. Emmanuel Macron a été mandaté par le peuple français, que ça vous plaise ou pas, pour faire ce type de réforme. Et on peut reconnaître, et là, vous voyez, l'impartialité m'oblige à reconnaître, que dans cette affaire de la SNCF, il est conséquent. C'était pas dans le programme. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, c'était dans le package global de ces réformes. On est d'accord. Et donc, oui, non, mais d'accord. Avec 55% d'abstention. Pardon, mais oui, non, mais d'accord. Je vois très bien la logique dans laquelle s'inscrit votre formation politique. C'est une logique de la démocratie. Votre formation politique s'inscrit dans la logique du Front National après l'élection de Hollande, c'est-à-dire le délégitimer. Mais ne délégitime pas Macron. Il a été élu par 65% des votants ce jour. S'inscrit dans la logique que les Français s'opposent au pacte ferroviaire. Pardon, il a été élu par 65% des votants ce jour-là. Et il a un programme qui est effectivement un programme de libéralisation, c'est incontestable, qui fait d'ailleurs le bonheur d'une grande partie de la droite française, vous le savez, Guillaume. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens le soutiennent, y compris parmi des électeurs de droite, qui reconnaissent sa cohérence et surtout son endurance. Car après tout, il aurait pu se décourager, il aurait pu dire bah oui, on va tout changer, non mais pas du tout, cette réforme on l'amènera pas jusqu'au bout, on va faire une concertation avec vous. Ils le font pas, ils sont droits dans leurs bottes. Il y a une certaine cohérence politique que l'on peut saluer. Alors, je vous donne des points de vue d'internautes. Fiven nous dit, Elisabeth Borne a tout à fait raison, c'est l'argent du contribuable qui est en jeu, donc cela concerne tous les Français, tandis qu'Alain nous dit que ce référendum de la SNCF n'a aucune valeur, mais il montre que son personnel n'est pas pressé de changer de statut. Et alors que Louis nous dit une grève des cheminots prolongée peut-elle entraîner une faillite de la compagnie? Je pense que la vérité, c'est que la SNCF perd structurellement de l'argent. Elle aurait été en faillite depuis longtemps si l'État ne la soutenait pas. Mathieu Bocoté, qu'est-ce qu'au Québec on pense de cette passion française pour le référendum? Sur le référendum, je dirais plutôt qu'on a d'abord une opinion sur la passion française de la grève, généralement. C'est-à-dire il y a cette idée, c'est une formule qui revient souvent, lorsque les Français voient leurs droits contestés, ils descendent dans la rue. Alors certains applaudissent en disant « voilà un peuple qui défend ses droits », d'autres disent « voilà un pays irréformable ». Donc il y a les deux opinions, selon que vous soyez plus à gauche, plus à droite, les deux opinions, on les entend. Cela dit, ce qui est certain, c'est que partout, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un moment libéral en Occident. Donc il y a eu Mme Thatcher, il y a eu d'autres circonstances, il y a eu ce moment où on cherche d'une manière ou l'autre à réformer l'État social de manière accélérée. Reagan, oui. Schroeder. Voilà. Alors, dans de telles circonstances, accorder à une catégorie de la population un droit de veto sur la réforme qu'on lui propose, c'est se condamner à l'immobilité. Qu'on soit d'accord ou non ensuite avec la réforme, c'est autre chose. Mais si on dit vous avez un droit de veto, on propose à l'ensemble de la nation la réforme du statut de telle catégorie professionnelle, de tel programme social. Si chaque petit groupe peut dire nous nous y opposons et on a un droit de veto sur la contestation de nos droits, de nos privilèges, eh bien le pouvoir est impuissant. Et de ce point de vue, on devrait se rappeler que la légitimité issue de l'élection n'est pas une légitimité nulle et on peut contester un gouvernement sans contester son droit d'appliquer son programme, à tout le moins l'orientation générale qu'il propose. En complément de ce qui a été dit, je crois qu'il y a quand même un élément qui est révélateur dans ces tensions autour de la SNCF et qui, à mon sens, sont peut-être une faiblesse ou un point aveugle du gouvernement depuis qu'il a été nommé, c'est qu'une réforme, ça fait nécessairement des victimes. Ça fait nécessairement des victimes, surtout les réformes de libéralisation, et je les défends à 200%. Mais ça déstabilise des gens.
C'est des gens qui avaient un mode de vie, un mode de travail qui va changer. Et je crois qu'à mains égards, et peut-être sur la SNCF, le gouvernement a manqué l'instinct de pédagogie sur certaines réformes pour expliquer aux victimes, aux gens pour qui ça allait changer négativement de leur point de vue, comment ils allaient s'y retrouver ensuite. Sur la SNCF, moi je me souviens des premières interventions de la ministre Elisabeth Borne, c'était d'aborder tout d'une manière très comptable. Or, et là je vous rejoins assez étonnamment, c'est qu'on ne réforme pas la SNCF pour des réformes, pour des questions comptables. C'est pas ça qui va emporter l'adhésion. On réforme parce qu'on veut un meilleur service public. Et je suis convaincu que la libéralisation apportera un meilleur service public. Donc je pense que sur ce sujet-là, sur le sujet de la SNCF, ils ont manqué de deux messages. Un message aux victimes en partie, et c'est vrai de plusieurs réformes, et une vision sur le service public. C'est là où je vous rejoins, c'est que je trouve que c'est un discours qui manque un peu trop dans le gouvernement. Deux points de vue, oui, je vais vous donner la parole. Deux points de vue d'internautes. Johan qui nous dit il n'y a qu'en France qu'un service public soit autant à la traîne. Tandis que Patrick V revient de Tokyo et il nous dit là-bas on faisait la grève en travaillant, mais les clients pouvaient voyager gratuitement et tous les trains roulaient. Georgi Kuzmanovic, ça fonctionne quand même mieux au Japon qu'en France. Les trains roulent même en grève. C'est une technique de grève totalement différente et une culture différente, une société différente. On ne compare pas les pommes de terre et les carottes. Et au Japon, on ne sait pas que ce sont les carottes, tout le système système ferroviaire a été privatisé de manière d'ailleurs absolument pas comme celle prévue par l'Union européenne, après avoir été entièrement financé par l'État et construit par l'État. Mais on ne va pas rentrer dans les détails du fonctionnement du système ferroviaire japonais. C'est juste pour faire une remarque générale. Je mets complètement en porte-à-faux par rapport à ce que vous dites. C'est l'argument du gouvernement de dire que c'est un petit groupe qui défend des droits et des privilèges. Effectivement, dans le cadre du pacte ferroviaire, vous avez un petit groupe, c'est quand même large, les cheminots en France, qui vont défendre leur statut, mais aussi le statut de ceux qui vont être recrutés après. Mais ce n'est pas tellement ça le cœur de ce qui se passe et des manifestations et de ce référendum. C'est que par ce petit bout-là, qui est les transports ferroviaires, ils défendent la logique du service public et la logique sur laquelle a été construite la République française après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le Conseil national de la résistance. Et c'est ce compromis entre la bourgeoisie, entre le grand patronat et les ouvriers pour construire quelque chose où on a un service public fort et pour laquelle la droite, je suis désolé ici de le dire, mais avec le général de Gaulle s'est battu fortement, des services publics forts, une politique du plan pour orienter et renforcer l'économie. Mais vous savez ce que c'est une gauche moderne? C'est une gauche qui accepte d'actualiser un compromis de classe. Un compromis de classe peut être actualisé, mais il n'est pas figé dans le marbre pour toujours. Il faut savoir terminer une grève, les gens, bien sûr, mais là, les citoyens, et ce n'est pas une question exclusivement, je répète, du ferroviaire, veulent défendre les services publics, les hôpitaux et tous les autres services publics. S'ils sont attaqués aussi fortement par les néolibéraux, il y aura des conséquences graves dans ce pays. Merci. On pourrait ajouter qu'il y a quand même 2 tiers des Français qui, selon les sondages, soutiennent la réforme, mais ça nous emmènerait trop loin. Donc, on change de sujet. Effectivement, il n'y a pas eu de référendum là-dessus. Vous connaissez sans doute maintenant le visage de la présidente de l'UNEF pour l'université Paris 4. C'est une jeune femme qui est voilée. Elle fait la une de Charlie Hebdo de cette semaine. Bon, comme toujours chez nos confrères, c'est la grande délicatesse. Mais en tout cas, ça montre que cette histoire fait réagir beaucoup de gens. Alors, je vous propose d'abord d'écouter Mariam Pouchtou, puisque c'est le nom de cette jeune femme. Elle ne comprend pas qu'on puisse s'offusquer qu'elle porte un voile islamique. Regardez. Mon voile n'a aucune fonction politique. C'est ma foi. Après, oui, c'est visible, mais c'est pas pour autant du prosélytisme. Ça a pris une ampleur telle que j'ai presque devoir me justifier de mon choix, alors que je ne devrais pas. Moi, je porte le voile par choix, par conviction religieuse, mais dans le respect de la loi, dans le respect d'autrui. Donc à partir de ce moment-là, le débat ne devrait même pas se poser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du côté des responsables politiques de plusieurs bords, on est quand même très gênés, alors qu'en général, on dit c'est un sujet qui ne nous concerne pas. Regardez la gêne, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise. Il était dimanche dernier au grand jury RTL, Le Figaro, LCI. C'est comme si, je sais pas moi, j'arrivais avec une énorme croix. Bon, bah, j'ai connu ça, moi, dans ma jeunesse. Il y en avait qui portaient ça, on leur disait, écoute, c'est bon, quoi. Tu en mets une plus petite, ou en tout cas, quand tu vas parler en notre nom, tu mets pas ça. On est dans un moment où la religion devient de plus en plus ostentatoire. Dans le syndicalisme, il doit y avoir une mise à distance de l'engagement politique ostensible et de l'engagement religieux ostensible.
Jean-Jacques Ousmanovic, est-ce que vous partagez l'avis de votre patron? Enfin, je ne sais pas si c'est votre patron, Jean-Luc Mélenchon, c'est le patron de votre parti, en tout cas. Ça ne se présente pas de cette manière-là, mais je suis d'accord avec sa position. Je ne vois pas en quoi elle serait gênée ou problématique. La loi autorise, certains utilisent la laïcité pour critiquer le fait qu'on porte le voile. Or, la loi autorise le port du voile. Mais on peut défendre le choix de Mariam Pouchtou de porter le voile, tout en même temps, personnellement, en critiquant cette manière de faire et l'impact que ça a sur la société, en particulier quand on est un représentant politique ou syndical. Alors, surtout très à gauche, quand même, ça fait un peu tousser. Oui, mais bon, ça ferait encore plus tousser si c'était quelqu'un de droite. Bon, ça serait très... C'est vrai. Ça peut arriver. Il y a des choses bizarres qui arrivent en ce moment. Mais ça ferait beaucoup tousser, oui. Voilà, elle est une représentante syndicale et nous considérons que ce n'est pas un espace pour porter ce voile qu'elle peut porter, si elle le souhaite, dans l'espace privé. Donc on la défend contre les attaques qu'elle subit, parce qu'il y a une série d'attaques d'une violence complètement disproportionnée. Les identitaires d'extrême droite en profitent pour taper largement au-delà. C'est parfaitement inacceptable. Voilà, maintenant, est-ce que... Alexis Lacroix. Alors, c'est une affaire absolument passionnante, car elle révèle que les Républicains, au nombre desquels se situe actuellement, par cette prise de position récente, Jean-Luc Mélenchon et son parti. Il faut être clair là-dessus. Ils ont une position courageuse, ils ont une position claire, ils ont une position mesurée. Pour le coup, je ne peux que donner raison à la France insoumise. Eh bien, les Républicains, cher Guillaume, c'est très grave, car ils sont pris de plus en plus en tenaille entre deux discours impossibles. Le discours, je l'appelle dans un livre que j'ai fait récemment, que vous avez cité, islamo-gauchiste, je persiste et signe, c'est de l'islamo-gauchisme. Il y a aujourd'hui, parmi les défenseurs de cette jeune femme, des gens qui sont inspirés par l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire qu'ils pensent que ce que vient de dire Georget, ce que vient de dire Mélenchon, dans le sujet que vous avez passé, c'est déjà de la République répressive. Ça, c'est inadmissible, parce qu'effectivement, je pense comme eux, je pense comme Mélenchon, je pense comme Laurent Bouvet, que lorsqu'on est une syndicaliste, représentante a priori d'un mouvement qui est réputé pour son progressisme, il faudrait d'ailleurs vérifier, mais enfin... On ne met pas son voile en bandoulière, on ne porte pas sa religion en bandoulière. Ça, c'est fondamental. Si on est réellement républicain, on a le raisonnement de Mélenchon. Et donc là, pour ça, bravo Mélenchon. Mais attendez, il y a une double tenaille. C'est que de l'autre côté, malheureusement, et ce n'est évidemment pas ce qu'a fait Laurent Bouvet a été courageux, Laurent Bouvet... Dans le Figaro Vox, mais oui, il a fait une association d'idées sur un tweet, et ensuite il s'est exprimé dans le Figaro Vox grâce à nos amis de Vecchio et compagnie. Il a eu raison, et il faut absolument le défendre. Mais malheureusement, face à lui, il y a qui ? Il y a des identitaires qui vont exploiter cet événement pour dire il y a une salafisation rampante et l'ensemble de la classe politique française est couché devant. Ça, c'est inadmissible car ça n'est pas vrai. D'ailleurs, si on en juge par comment les cartes sont rebattues, on voit bien qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de gauche. C'est-à-dire qu'il est faux de dire que la classe politique, et en particulier celle de gauche, serait, complètement démissionnaire face à la salafisation. La réaction que vous avez citée de Mélenchon est là pour prouver le contraire. Mais ce qui est très grave, c'est que le parti républicain, au sens large du terme, est pris dans une double tenaille. Oui, pas les républicains invoqués. Les républicains, ceux qui défendent la laïcité républicaine. Ils sont pris dans une double tenaille. Et donc il faut se battre pour défendre Laurent Bouvet, mais pour répondre aussi aux identitaires. En même temps. Alors, question Twitter que nous vous posons. Selon vous, le port du voile de la présidente de l'UNEF à la Sorbonne est-il contradictoire avec les valeurs du syndicat étudiant ? Vous répondez oui à 68% pour l'instant. En tout cas, Zigo32 n'est pas d'accord. Il dit on aimerait pouvoir afficher sa religion. Ça fait du mal à qui, objectivement ? Tandis que 34 nous dit depuis fin 2015, il y a un vrai problème à l'UNEF où certaines assemblées générales sont... excusez-moi, il y a tellement de réactions que j'ai perdu celle-là, où certaines assemblées générales, se sont alliées avec les étudiants musulmans de France. Mathieu Bock-Côté. Alors moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est d'abord tout le discours de la jeune femme, qui nous dit fondamentalement, on est devant un exemple type d'instrumentalisation de la logique des droits de l'homme et des droits de l'individu par certains communautarismes, par une forme d'islam politique qui ça avance des revendications donc collectives, communautaristes, inquiétantes, met les masques dans le langage des droits de l'homme et nous dit, finalement, il n'y a rien à voir, je ne fais qu'affirmer une préférence spirituelle privée dans l'espace public. Et donc, on voit de ce point de vue comment la capacité de résistance, quelquefois, tombe devant quiconque utilise le logiciel des droits de l'homme. Bon, Deuxièmement,
ce qui est fascinant dans son discours, c'est lorsqu'elle nous dit aussi, vous n'avez pas à vous prononcer sur la question. Elle dit, j'ai le droit d'afficher les signes religieux très ostentatoires, mais vous n'avez pas le droit de le remarquer, vous n'avez pas le droit de vous questionner sur la signification politique et culturelle de ce signe religieux. Vous n'avez pas le droit de réfléchir à ça parce que c'est déjà de l'islamophobie d'une certaine manière. Elle nous dit, j'ai le droit de le porter, donc comment avez-vous le droit de poser une question? Et on aurait le droit de lui répondre, pour le dire ainsi, que nous avons le droit de nous questionner sur la signification politique et religieuse des signes religieux ostentatoires dans l'espace public. Donc, il y a une forme de logique de censure, de politiquement correct, particulièrement pernicieuse dans les circonstances, c'est-à-dire, je vous impose ce signe qui relève, à mon avis, de l'islamisme, à tout le moins de l'islam de combat, et au même moment, je vous interdis de le remarquer, c'est exceptionnel, c'est-à-dire je suis ostentatoire et au même moment, je vous fais taire, ne voyez pas ce que je vous montre. Parce que le procès qui a été réservé à Laurent Bouvet depuis la semaine dernière est un procès scandaleux. Le mot stalinien d'ailleurs est même en deçà de la gravité puisque effectivement elle brandit ce voile dans l'espoir que quelqu'un s'en saisisse pour dire mais quand même c'est un peu bizarre qu'un syndicat progressiste soit représenté par une jeune femme comme ça. Quelqu'un s'en saisit, c'est un intellectuel, c'est Laurent Bouvet, un universitaire, et évidemment, on lui tombe dessus depuis ce syndicat notamment, pour dénoncer son islamophobie. Mais de quelle islamophobie s'agit-il? Merci Alexis, on va demander à Erwan Lenan son point de vue sur ce sujet. Non, moi je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Oui. Effectivement, je pense que, et ça me semble important de le rappeler, ce que vous disiez, elle a le droit de porter le voile, la laïcité n'impose pas la neutralisation de l'espace public. Pour autant, comme vous le disiez à l'instant, on a tout à fait le droit de s'interroger sur le symbole que ça représente, parce qu'elle est syndicaliste, quand bien même d'ailleurs elle ne le serait pas, on pourrait aussi se le demander. Avoir des droits n'interdit pas d'avoir un débat public. Et justement, moi je constate que ce débat public sur les questions d'islam notamment est hystérisé à un point qui ne me semble pas refléter une société française très apaisée, contrairement à ce qu'on avait pu voir. Hystérisation, non. La gauche égarée, qu'est-ce que c'est que la gauche égarée dont avait parlé Valls lors d'une polémique célèbre avec Plenel? La gauche égarée, c'est cette partie du camp progressiste qui pense qu'il n'y a rien à redire à l'islamisme. Vous voyez, donc il n'y a pas d'hystérie de la part des Républicains. Il y a le constat que le cancer de l'abdication face à l'islamisme a progressé dans des rangs entiers du progressisme. Vous terminez, la seule chose et que je voulais après, dire, c'est qu'on a, en dépit d'années et d'années de débats sur le voile et l'islam, qui, je ne sais pas si on était bien posés ou pas, on n'a toujours pas trouvé de manière relativement apaisée de traiter ce sujet. Et dès qu'il est évoqué, d'une manière ou d'une autre, ça explose. Mais je suis d'accord avec vous que ce n'est pas pour moi la faute des Républicains. Mais j'aimerais noter juste un mot là-dedans, sur le courage de Laurent Bouvet dans les circonstances, parce qu'il faut voir la campagne sur les médias sociaux qui est dirigée contre lui. Ça consiste à bien des égards à lui mettre une cible dans le dos. Et on le désigne comme islamophobe. On sait ce qui est arrivé à d'autres figures qui ont été désignées comme telles dans l'espace public lorsqu'ils critiquaient l'islamisme. Alors, dans les circonstances, aujourd'hui, il y a une espèce de pression sociale, médiatique, technologique qui plane et qui consiste à dire, on chuchote à l'oreille de chacun, si tu te prononces sur ces questions-là, vois bien ce qui peut t'arriver. Alors, quelqu'un qui décide de se prononcer publiquement dans les circonstances, en sachant que ça peut entraîner des conséquences très graves, je dis chapeau, il y a du vrai courage. On va pas se mentir, Guillaume. Non, mais on va pas se mentir, on est dans un lieu de liberté grâce à vous. Il y a une partie de la presse, du Monde à Huffington Post, qui est avec les lyncheurs de Laurent Bouvet. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont intégré, alors ce n'est pas forcément des journalistes qui eux-mêmes mais ils ont intégré qu'il était coupable de déviance idéologique. Et ils relaient ça. Et donc ça, c'est très grave aussi. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Alexis Lacroix, en tout cas pour ce sujet, car l'émission n'est pas terminée. Nous vous avons demandé s'il y avait des thèmes dont vous aviez envie de parler et qu'on n'avait pas forcément mis au sommaire. Mathieu Bock-Côté, comme c'est vous qui venez de plus loin, on commence avec vous. Vous voudriez réagir à cette partie du discours d'Emmanuel Macron prononcé hier à propos du plan banlieue, qui donc n'existera pas, mais en tout cas la réaction du président de la République aux propositions de Jean-Louis Borloo pour les banlieues. Et le président a dit, écoutez, ce ne sont pas deux mâles blancs, sous-entendu Borloo et moi, à monter un plan, puisque nous, on ne vit pas en banlieue. Regardez. Et cette philosophie d'action, elle nous conduit à changer de méthode. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui me conduit à vous dire, je ne vais pas vous faire un plan parce que, puis quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant, on m'a remis un plan, je l'ai découvert. C'est pas vrai, ça ne marche plus comme ça.
Mathieu Bocoté, qu'est-ce que vous avez contre les mâles blancs? Moi, rien. Surtout de plus de 50 ans. Mais de plus de 50 ans, c'est grave. Mais non, je vois le président de la République, dans les circonstances, utiliser un vocabulaire qui est celui, il faut être sérieux, de l'extrême gauche racialiste américaine. C'est-à-dire cette espèce de gauche qui, aujourd'hui, on dirait ici indigéniste à certains égards, qui utilise un vocabulaire qui racialise la politique, qui enferme chacun dans une catégorie identitaire, qui communautarise la vie politique. Alors peut-être était-ce une boutade, c'est le mieux qu'on peut dire, parce que sinon, et les mots comptent en politique, qu'on le sache, les mots comptent. Le président de la République française, pays qui a le sens de l'universalisme, pays qui a le sens de l'unité de la nation, pays qui refuse généralement de céder au multiculturalisme tel qu'il s'impose aujourd'hui, eh bien, on l'a vu utiliser, normaliser dans le vocabulaire, dans son vocabulaire, tout un langage qui est tout à fait pernicieux et qui consiste à diviser en profondeur une société sur des lignes raciales, sur des lignes sexuelles. Je suis surpris de voir Emmanuel Macron, un homme de qualité, utiliser un tel langage dans les circonstances. C'est très inquiétant. J'espère que ce n'était qu'une boutade. Il se peut que ce ne soit pas le cas. Georgi Kuzmanovic, ça vous a fait bondir cette expression sur les mâles blancs qui ne seraient pas légitimes? Ça fait bondir, mais il pourrait se la renvoyer à lui-même d'une autre manière. Pourquoi est-ce qu'un banquier issu de Rothschild devrait faire des projets de loi pour les ouvriers cheminots? Voilà. Sa remarque est aussi absurde. Là, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez pas non plus réformer l'hôpital si vous n'êtes pas professeur de médecine. C'est aussi absurde. Il a fait une boutade. Excusez-moi. Il a fait une boutade. Réorganiser les prisons si vous n'avez pas fait. Il a fait une boutade sur un thème qui est inacceptable, qui est la racialisation des débats politiques en France, alors qu'il est justement président et qu'il est censé agir pour les banlieues. Donc il se débarrasse d'un sujet dont il ne veut pas s'occuper en faisant une boutade. Dans tous les cas, c'est inacceptable. Alexis Lacroix. L'influence de personnalités comme l'animateur Yacine Bellatar sur le président de la République m'inquiète. Donc je rejoins ce qui a été dit. Mais Yacine Bellatar, on le dit, c'est un humoriste qui fait partie du conseil réuni par Emmanuel Macron pour réfléchir à la politique des banlieues. Et qui a pris, semble-t-il, auprès du président de la République et de son entourage, une certaine importance depuis un an. Donc M. Bellatar, évidemment, n'est pas un ami de la laïcité républicaine. Il est plutôt, on va dire, du côté des détracteurs actuels de Laurent Bouvet, même sous une forme amodiée. Donc tout ça est inquiétant. Néanmoins, je pense, et je ne suis pas l'avocat commis d'office d'Emmanuel Macron sur ce plateau, mais je pense qu'il y avait des guillemets et il y avait une sorte de sourire espiègle, oui je crois, au moment de l'emploi de cette expression. Et donc comme nous sommes dans un univers où le premier degré règne en maître partout, on croit qu'il reprend à son compte la notion éminemment, bien sûr, critiquable, d'homme blanc. Je ne crois pas que c'était l'intention présidentielle. Peut-être que c'était maladroit, mais je ne crois pas qu'il soit suffisamment, comment vous dire, primaire dans son analyse des choses pour reprendre à son compte ces concepts issus, vous avez raison, du différentialisme américain. Je crois Macron quand même beaucoup plus intelligent. Donc attention, pas de mauvais procès et surtout pas d'interprétation au premier degré, Mathieu. J'ai dit j'espère que c'est une boutade. J'ai dit j'espère que c'est une boutade, mais je m'inquiète néanmoins de la normalisation de ce vocabulaire. On le voit chez nous, ça s'impose très rapidement, ce vocabulaire-là. C'est fascinant de voir à quel point des hommes politiques de centre, de gauche, de droite, sans s'en rendre compte. Je crois qu'il y avait un clin d'œil là. Ben, j'espère, à tout le moins, je ne l'ai pas vu. Mais... Ok. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur Yasmine Bellatar, dont Alexis Lacroix parlait à l'instant, il y a un très bon portrait de lui consultable actuellement sur lefigaro.fr. Emmanuel Macron, toujours lui, sera en Russie demain et c'est l'occasion pour l'OTAN de montrer ses muscles. Georgi Kuzmanovic, ça n'a pas l'air de vous réjouir particulièrement. Non, un peu de questions internationales. On a vraiment une menace sur la paix en Europe et dans le monde, aussi bien sur l'accord nucléaire iranien que ce qui est en train de se passer. J'ai réagi sur le fait qu'en Suède, on vient de distribuer 4,8 millions de petits livres aux citoyens pour les préparer à comment agir dans une guerre, en cas de déclenchement d'une guerre, ostensiblement avec les Russes. En ce moment, il y a la première brigade de cavalerie blindée américaine qui se déploie à Anvers, c'est-à-dire 2500 véhicules blindés, tout l'appareillage qui va avec, en remplacement des anciens. On vient de faire un commandement spécial de l'OTAN pour permettre le déploiement des troupes plus rapidement vers l'Est. Avec l'Iran, on atteint des niveaux de tension extrêmement élevés. Alors j'espère que le voyage de M. Macron en Russie va permettre de calmer un peu les choses, mais nous en revenons avec Jean-Luc Mélenchon, nous y étions la semaine dernière, et nous avons pu constater avec effroi que le niveau des discussions et des capacités de se parler en moment de crise est inférieur à celui de l'époque de Brejnev quand on a pu signer les accords de Helsinki. On n'est vraiment pas dans une bonne situation et c'est très dangereux de jouer avec le feu de la guerre, en particulier comme le font les États-Unis et spécifiquement M. Trump. Et voilà, non, vous pensez c'est artificiellement qu'on met en scène la Russie comme un ennemi potentiel de l'Occident ?
Je ne suis pas un fin connaisseur des questions russes, mais j'ai quand même pas l'impression que la principale menace contre la paix aujourd'hui soit les États-Unis, l'Europe, quitte à choisir entre les Russes et les Américains, entre les Iraniens et Emmanuel Macron ou l'Europe. Je pense que c'est plutôt du camp des dictatures ou des semi-démocraties que vient la menace. C'est quand même pas l'Union européenne qui a envahi la Crimée, c'est quand même pas l'Union européenne qui est intervenue sur les 20 ou 30 dernières années militairement, ni les Américains dans le sud de son territoire. Donc, la guerre du Kosovo, l'extension de l'OTAN à l'Est. Oui, d'accord, mais c'est pas. À chaque génération, vous avez les bouts. À chaque génération, Georges, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, mais à chaque génération, vous avez les boussoles qu'indique le Sud. Au temps de Revel, qui était une personnalité aimée du Figaro, dans les années 70, il y avait des gens qui indiquaient le Sud. C'est-à-dire, il y avait des pacifistes, des socialistes pacifistes, des gens Hellenstein ou des Madeleine Rebériou qui nous disaient « Mais attendez, le vrai ennemi de la démocratie, c'est pas l'Union soviétique et ses satellites, c'est l'Amérique avec 3 K, comme ils disaient. » Ils se sont toujours trompés, ces gens-là. Vous voyez, ils se sont toujours trompés. Américanisme, vous aveugle, Georges Ekunovic, c'est ça un peu ça ce que dit entre les lignes Alexis Lacroix. Je ne parlais pas de paix. Et je ne parlais pas de démocratie, je parlais de la question de la paix. Quand un accord est négocié et signé par l'ensemble du Conseil de sécurité de l'ONU, après 13 ans de négociations pour justement désescalader la course au nucléaire iranien, et que le président, je suis désolé, l'Américain, voilà, c'est lui, il le casse, ça crée des conditions de conflit dans le monde. Ce n'est pas une bonne chose. Et effectivement, on peut préférer les Américains, pourquoi pas, mais est-il nécessaire de déployer des boucliers antimissiles sur la frontière russe qui enclenche un niveau supplémentaire de réarmement nucléaire et de déployer des véhicules blindés pour le cas de la Crimée. Mais oui, il y a la Crimée, mais je vous rappelle que la Crimée est une riposte directe de ce qui s'est passé au Kosovo. Et le problème, c'est quand on est en droit international et qu'on travaille sur ces questions-là, quand les Russes vous disent « mais on a fait exactement ce que vous avez fait au Kosovo ». Voilà la situation. C'est pour ça que M. Mélenchon, pendant la campagne présidentielle, proposait un grand débat européen en partant de l'OCDE, donc qui existe, sur l'état des frontières en Europe et d'essayer de calmer les tensions, parce que c'est ça le rôle d'un dirigeant, et j'espère que c'est ce que fera M. Macron, et pas qu'il accroîtra les sanctions comme c'est ce qui est prévu. Et c'est ce que nous ont demandé les grands patrons français. Là-bas, Thalès, Auchan, Pernod Ricard ne sont pas spécialement des bolcheviks. Ils disent c'est nous qui perdons de l'argent. La France est le deuxième investisseur direct en Russie et premier embaucheur privé. Mathieu Bocoté, est-ce qu'en Amérique du Nord aussi, on voit la Russie comme des gens potentiellement dangereux? Oui, je pense que surtout aux États-Unis, en fait, mais c'est le cas aussi au Canada, c'est-à-dire la Russie redevient le méchant principal dans un certain imaginaire américain. On peut parfaitement s'inquiéter, évidemment, de ce que devient la Russie aujourd'hui. Je pense que tout démocrate sincère s'en inquiète. Cela dit, là où on peut faire un sourire en coin, c'est quand on entend certains Américains s'inquiéter du fait que les Russes se mêlent des élections ici et là dans le monde. Alors, je comprends, je m'en inquiète. Mais à ce que je sais, les Américains savent se mêler aussi en d'autres circonstances des élections d'une manière ou de l'autre. Donc, en la matière, moi, je préfère évidemment l'Empire américain aux autres empires. Il n'en demeure pas moins que j'aimerais l'inviter de temps en temps à une certaine modestie. Et sur Internet, 34 est un peu dans le même état d'esprit que vous, puisqu'il nous dit il n'y a pas tellement à choisir entre l'un ou l'autre, c'est-à-dire entre les États-Unis et la Russie. Chacun cherche à étendre son influence plus que dominer le monde. Alexis Lacroix, il nous reste quelques instants pour parler d'un écrivain que je crois que vous aimiez beaucoup, Philippe Roth. Que j'ai connu grâce à Finkielkraut. Je vais vous dire, j'avais donc 25 ans. On rappelle, c'est un grand écrivain américain qui vient de mourir. Philippe Roth donc, est mort à 85 ans. Il n'a pas eu le Nobel qu'il espérait et que ses amis espéraient pour lui. Moi, je l'ai connu il y a une vingtaine d'années, grâce à Finkielkraut, au moment de la parution de Pastorale américaine. Je ne vais pas vous raconter Pastorale américaine, je vais vous parler très rapidement d'un autre roman qui exprime toute son ambivalence, parce que c'est un grand romancier de l'Amérique et de l'américanité. Mais je vais vous parler d'un autre roman paru un peu après, qui était ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire d'imaginer comment l'histoire se serait déroulée si un événement était survenu. En l'occurrence, l'événement qu'il imagine, c'est quand il est petit garçon, l'élection non pas de Frank Delano Roosevelt, mais de son challenger pro-nazi, qui était l'aviateur Charles Lindbergh. Et c'est donc le complot contre l'Amérique qui est le récit de ce qu'auraient été les États-Unis, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, sous la férule d'un président pro-nazi. D'abord, les Juifs auraient subi des persécutions directes, un apartheid d'abord insidieux et ensuite plus marqué. Mais surtout, peut-être plus grave encore, pour l'âme de l'Amérique, il y aurait eu une politique absolument isolationniste. C'est-à-dire, je suis désolé de le rappeler, mais qui a sauvé l'Europe des griffes des nazis? L'Union soviétique, bien sûr, l'armée rouge, ça c'est évident.
mais d'abord les États-Unis, d'abord le débarquement américain. Ce que Roth imagine, c'est un scénario catastrophe où vous avez un nazi dans la Maison-Blanche, et donc, attendez, et donc loin de vouloir débarquer pour sauver l'Europe, il souhaite au contraire appuyer l'entreprise de destruction de la civilisation européenne par les nazis. C'est ça que Roth raconte. Et qu'est-ce qu'il fait passer comme message, j'allais dire métaphysique? Il fait passer ce métaphysique qui irradie d'ailleurs toute son œuvre. C'est la fragilité de la liberté. L'immense fragilité de la liberté que Aron en son temps avait nommée et aussi défendue. Mais là, Roth nous en donne une version, j'allais dire, infiniment plus séduisante, puisque c'est celle d'un romancier. Et c'est un des fils rouges qui traverse son œuvre. Et ça m'a donné évidemment envie de la relire. Dès que j'aurai une minute, je relirai Le complot contre l'Amérique. Merci, cher Alexis Lacroix, pour ce très bel hommage qui conclut cette émission. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. À vous tous, chers internautes, d'avoir donné votre point de vue, puisque telle est la règle du jeu. Et on se retrouve demain à la même heure, au même endroit. Bonsoir.